Nouvelle mission pour Boni Yayi, l'ancien président de la République du Bénin est désigné médiateur pour Guinée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il tentera de trouver avec les militaires au pouvoir une porte de sortie de crise. Le commentaire de la rédaction est à suivre. Quel doit être le comportement d'un parent face à l'échec à un examen de sa progéniture et comment doit-il accompagner son enfant à passer cette phase douloureuse? La question a fait l'objet d'un mini-dossier que nous allons vous proposer au cours de cette édition. De nouvelles images ont circulé montrant des dizaines de personnes tentant de franchir la frontière entre le Maroc et l'Espagne le mois dernier, ce qui a provoqué la mort d'au moins 23 personnes et une vive colère dans les deux pays. Les précisions dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 13h de ce jour. Je l'annonçais en titre, Thomas Boni Yayi est le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Conakry. L'ancien président du Bénin est désigné ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra à l'occasion du 61e sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. C'est donc lui qui abritera la médiation entre les militaires au pouvoir à Conakry et l'organisation sous-régionale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Suivons l'analyse de la rédaction de Speedline TV. C'est l'une des principales conclusions du sommet des chefs d'État tenu ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra. Après la levée des sanctions économiques contre le Mali, qui a aussi connu un coup d'État, la CEDEAO veut s'inscrire dans le dialogue avec Conakry. Et c'est Boni Yayi qui est désigné pour conduire ce dialogue. L'ancien président béninois aura la lourde responsabilité de concilier les positions entre l'organisation sous-régionale et la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya sur la durée de la transition et le retour des civils au pouvoir. C'est la deuxième fois, en l'espace d'un mois, que Boni Yayi refait l'actualité. Avant de se découvrir médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Conakry, il s'est entretenu avec Patrice Talon, son successeur à la présidence du Bénin. Les deux ont eu un tête-à-tête le 13 juin dernier à Cotonou. On a fait le tour d'horizon des sujets qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait à la consolidation de la paix, avait déclaré Boni Yayi. Mais ce rapprochement avec son successeur a certainement pesé dans la balance pour sa désignation comme médiateur de la CEDEAO en Guinée. Depuis le coup d'État qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021, la CEDEAO joue la carte de la prudence en se gardant de prendre des sanctions économiques contre la Guinée-Conakry. Toutefois, le pays reste suspendu des instances de l'organisation jusqu'au retour des civils au pouvoir. 11 mai dernier, le CNT, Conseil national de transition, a fixé la durée de la transition à 3 ans. Pas question, estime la CEDEAO, qui avait insisté pour que la transition soit de très courte durée. L'échec à un examen, c'est l'une des pires expériences d'un candidat. Annoncer la nouvelle à ses proches et en particulier aux parents est souvent un moment de stress, de peur et de panique pour ces derniers. Cette mauvaise nouvelle n'est pas forcément appréciée et prise du bon côté par tous les parents. Quelles sont alors les réactions et les attitudes que doivent avoir les parents face à l'échec de leur enfant à un examen? Reportage. L'échec à un examen est un facteur favorisant la dépression et la tristesse chez les candidats. Mais le plus dur est la réaction des parents face à la nouvelle.
C'est une nouvelle qui certes affecte la majorité des parents, mais également une occasion de créer plus d'affinité et d'intimité avec l'enfant pour un meilleur résultat l'année qui va suivre. Échouer à un examen n'est pas encore la fin du monde. Le plus important est de connaître l'erreur qui a causé cet échec et de ne plus la répéter. Les parents sont donc invités à une prise de conscience pour un meilleur suivi des enfants dans ces cas. Et on parle santé dans cette édition, mais on aborde le point des maladies mentales qui sont considérées comme des affections moins réelles ou légitimes qu'une maladie physique. Elles peuvent survenir à tout moment de la vie d'un être humain. Plusieurs signes annoncent le mal. Des modes de prévention existent également. Précision dans ce reportage de Romaric Doussa et Pierre Akabo. Suivons. Maladie mentale, c'est un état de santé qui se traduit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Elle se manifeste de diverses manières. La dépression en est une. La dépression qui fait que vous vous levez le matin, ce que vous avez l'habitude de faire, vos occupations ordinaires, vous perdez l'envie de continuer à faire ce que vous faites. Vous n'avez plus envie de vous lever le matin pour aller à votre boulot ordinaire. Et ce que vous faites ordinairement, vous perdez le goût à la vie de façon générale. Et vous êtes dans une inaction qui ne dit pas son nom et qui devient inquiétant pour les personnes qui vous entourent, pour vos proches. Il peut arriver que vous ayez des manifestations somatiques, c'est-à-dire il peut y avoir des troubles somatiques, par exemple des éruptions sur le corps ou des picotements ou bien des sensations que quelque chose circule sous la peau. Nous avons aussi des états de stress post-traumatique, c'est-à-dire que vous avez subi un traumatisme psychologique qui ressurgit à des moments donnés et vous empêche de vous sentir bien et vous empêche de progresser dans la vie. Ces troubles peuvent avoir des conséquences sur le bien-être de l'individu, ses relations avec sa famille, ses amis et proches prennent par conséquent un coup. La relation avec ses activités quotidiennes, le travail, et vous allez voir aussi que ça va agir aussi sur l'économie du pays, le développement d'un pays. On peut aussi voir les conséquences dans le sens de la personne peut se suicider par exemple. À certains troubles où la personne a envie de se suicider et même passe à l'acte. Et c'est la raison pour laquelle il urge que chaque individu puisse adopter des comportements préventifs. Ceci pour éviter le mal, quel que soit son aspect. On peut avoir comme comportement d'abord une certaine autosurveillance. C'est-à-dire la personne essaie de s'observer par rapport à comment il se sent hier, comment il se sent aujourd'hui, comment il s'est comporté hier pour se sentir d'une manière donnée. Donc, chercher un sens à sa vie. Donc, chercher ce qui nous motive chaque fois à nous lever et à aller quelque part et nous focaliser dessus. Il faut trouver des moments de divertissement. Il faut se décontracter un peu. Ne pas être trop sérieux tout le temps. Donc, quand vous avez un petit bobo, c'est mieux
d'en parler autour de vous pour retrouver de l'aide. Parfois, on ne sait pas que l'aide est à côté. Mais quand on en parle, les gens vont dire, ah tiens, tu as telle chose. Voilà, tu peux recourir à telle personne, il peut t'aider. Parce que moi aussi, je suis passé par là, j'ai retrouvé de l'aide à travers cette personne-là. L'essentiel, c'est de ne pas se dire que c'est fini. Rien n'est jamais fini. Je pense que la vie nous le démontre chaque fois que tout est possible. Le psychologue clinicien le rassure ainsi qu'il y a toujours une solution pour s'éloigner des maladies mentales. La maîtrise de soi doit être de mise. Du sport à présent dans ce journal. Aujourd'hui, mardi 5 juillet 2022, le monde sportif célèbre la journée mondiale de badminton. En prélude à cette célébration, la Fédération béninoise de badminton a fait découvrir la discipline sportive aux Béninois. Une centaine de jeunes passionnés et sympathisants étaient présents. L'objectif principal de cette journée est de rassembler la communauté du badminton béninois afin de célébrer dans sa diversité ce sport qui draine une frange de population. Badminton, une famille. C'est autour de cette activité que la Fédération béninoise de badminton a mobilisé environ une centaine de jeunes passionnés et sympathisants de la discipline pour célébrer la journée mondiale de badminton. Pour l'occasion, bon nombre de jeunes ont fait l'expérience d'un badminton amusant et inclusif. Je l'ai trouvé très intéressante, super. Bon, j'ai découvert la discipline et j'ai aimé à faire chose là, à continuer à jouer. Je rêve d'être athlète aux disciplines de la journée. Je trouve que le badminton est une bonne activité sportive qui, d'abord, les activités sportives nous permettent d'avoir la santé. Le badminton aussi contribue, nous donne une bonne santé et peut conduire à la longévité. C'est très intéressant et c'est permis même à tout âge de pouvoir s'exercer, de se mettre plus en forme. Surtout nous, les gens du troisième âge. Cette célébration a permis à toutes les couches de la société de partager un langage universel à travers un sport qui prône l'équité, l'égalité et surtout l'inclusion de toutes les couches de la société. Elle a été une opportunité pour les responsables en charge de la discipline au Bénin de poursuivre leurs actions de vulgarisation du badminton. Cette journée s'est instaurée par la Fédération mondiale de badminton dans le but de commémorer cette discipline qui est en train de faire son bonhomme de chemin au niveau mondial. Vous savez, le badminton en 1884 a été pensé par des personnes qui ont compris qu'il faut donner la chance à toutes les communautés mondiales de pratiquer la discipline. C'est le badminton en famille, développer une famille qui va embrasser que ce soit les athlètes para, les personnes en situation de handicapé et également les personnes normaux. C'est un effort qui est en train d'être corrélé et nous devons continuer dans ce travail, dans cette vision pour que dans les années à venir, notre discipline, le badminton, puisse s'étendre sur tout le territoire national, ce qui est d'ailleurs pour l'autorité, le ministre des Sports, un des prérogatives et nous devons travailler dans ce sens. Jeunes comme adultes, tous ceux qui découvraient le badminton pour la première fois ont pris l'engagement de l'adopter. Un pari gagné pour la Fédération béninoise de la discipline. Et on poursuit ce journal dans l'inter-actualité où le général Abdel Fattah al-Burhan, seul aux commandes du Soudan depuis le putsch du 25 octobre, a annoncé le lundi vouloir placer place à un gouvernement civil au 5e jour de sit-in décidé à en finir avec le pouvoir militaire et sa répression sanglante. Les forces civiles doivent composer entre une communauté internationale qui fait pression pour des négociations entre civils et militaires et une rue qui scande depuis avant même le putsch. Au Soudan, le chef du coup d'État, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé lundi que l'armée ne participerait pas aux pourparlers nationaux et laissera de fait la place aux représentants de la société civile. Ces négociations sont facilitées par les Nations Unies et les blocs régionaux. Il a été décidé premièrement la non-participation de l'institution militaire aux négociations actuelles qui sont facilitées par le mécanisme tripartite pour laisser la place aux forces politiques et révolutionnaires et aux autres factions nationales pour former un gouvernement civil aux compétences nationales indépendantes. J'appelle les différentes composantes du peuple, notamment la jeunesse, à adhérer à la paix. Chacun a le droit d'exprimer son opinion.
Vos sacrifices sont appréciés et vos espoirs d'une transition démocratique sont comblés. Vos forces armées ne s'y opposeront pas. Le général Abdel Fattah al-Burhan a également promis qu'il dissoudrait le Conseil souverain du pays qu'il dirige depuis la formation d'un nouveau gouvernement de transition. Quelques heures plus tôt, les manifestants anti-coup d'État achevaient leur 5e journée de sit-in. Ce sit-in continue, il est illimité. Les gens vont continuer à venir et nous atteindrons 10 000 à 20 000 personnes avant la fête de l'Aïd. Après ce soir, demain, on va continuer. Ils vont nous attaquer comme ils l'ont fait en dispersant les manifestants devant le siège de l'armée en 2019. Nos sit-ins sont des élections silencieuses. Ici, tout le monde exprime son opinion pacifiquement, plus que dans une manifestation où il y a toujours de la violence et des grenades. Ici, c'est différent. On se réunit, on se rencontre, on mange, on boit, on rit, on discute de ce qu'on veut qu'il se passe. Depuis le coup d'État, la mission politique des Nations Unies au Soudan, l'Union africaine et le groupe régional de l'autorité intergouvernementale pour le développement tentent de trouver une issue à l'impasse politique. Mais les pourparlers n'ont donné aucun résultat jusqu'à présent. Le président sierra-léonais a marqué son accord vendredi dernier pour un projet de loi visant à légaliser l'avortement dans son pays. Julius Maada Bio justifie sa décision par la nécessité de garantir la santé et la dignité des femmes. Cette décision du président Julius Maada Bio intervient quelques jours après que le droit à l'avortement a été remis en cause aux États-Unis. Mais le chef de l'État sierra-léonais se dit fier de mener une réforme progressiste. Le gouvernement de la Sierra Leone a approuvé un projet de loi visant à dépénaliser l'avortement. Après que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit constitutionnel des femmes américaines à l'interruption de grossesse, le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a mis en avant le progressisme de son gouvernement. À une époque où les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive sont soit bafoués, soit menacés, nous sommes fiers que la Sierra Leone puisse une fois de plus montrer la voie d'une réforme progressive. Je veux que ce soit une norme qu'un homme africain, un leader africain, puisse et doivent parler librement et publiquement de la menstruation, parce qu'il n'y a pas de honte dans la menstruation. Vendredi, à l'occasion de la 10e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels à Freetown, le chef de l'État de Sierra Leone a déclaré vouloir garantir la santé et la dignité de toutes les filles et femmes en âge de procréer du pays. Il a annoncé que son gouvernement avait soutenu à l'unanimité un projet de loi sur la maternité sans risque. Le Parlement débattra et votera la législation selon la présidence. Je l'annonçais également en titre, les manifestations se poursuivent depuis la mort d'environ 23 migrants à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Dans la capitale marocaine, Rabat, ce week-end, une quarantaine de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement marocain avec des pancartes disant « Les frontières tuent » éclaboussées de peinture rouge. Des protestations similaires ont également eu lieu dans de nombreuses villes de l'Espagne. De nouvelles images ont circulé montrant de dizaines de personnes tentant de franchir la frontière entre le Maroc et l'Espagne le mois dernier. Ce qui a provoqué la mort d'au moins 23 personnes et une vive colère dans les deux pays. Sur ces images, on peut voir un grand groupe de personnes qui tentent d'escalader l'une des clôtures pour passer de Nador au Maroc à Melilla du côté espagnol. Des objets ont été lancés par des migrants sur les forces de sécurité qui tentaient de les arrêter, qui ont répondu en tirant de grenades lacrymogènes. À un moment donné, le mur s'est effondré, envoyant des dizaines de migrants et de demandeurs d'asile au sol et les forces de sécurité appelant à l'aide. Dans la capitale marocaine, Rabat, ce week-end, une quarantaine de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement marocain avec des pancartes disant « Les frontières tuent », éclaboussées de peinture rouge. On utilise le langage,
Nous sommes ici, c'est pour surtout exprimer notre colère par rapport au massacre qui s'est passé à Melilla. Voilà, nous avons émis des recommandations à l'encontre des autorités marocaines qu'il s'agit non seulement de mettre en place une enquête indépendante pour identifier les responsabilités de ce massacre, mais surtout aussi de l'identification de tous les dépouilles qui sont décédés afin de restitution de ces corps à leurs parents ou de les enterrer dans des conditions humaines. Les dernières images ont suscité des condamnations dans le monde entier, y compris de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Des protestations similaires ont également eu lieu dans de nombreuses villes d'Espagne. À Barcelone, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer plus de protection pour les migrants. Des manifestations similaires ont eu lieu à Madrid. Hors du cadre africain à présent, un vent de panique a soufflé sur le Copenhague ce dimanche après qu'un homme armé a ouvert le feu dans l'un des plus grands centres commerciaux du Danemark. 3 personnes sont mortes, 3 autres ont été blessées. Certaines sont dans un état critique. Les 3 morts sont un adolescent et une adolescente danoise de 17 ans, tous les deux, ainsi qu'un russe de 47 ans vivant au Danemark. Un suspect a été arrêté. Il s'agit d'un Danois de 22 ans. La panique à Copenhague après qu'un homme armé a ouvert le feu dans l'un des plus grands centres commerciaux du Danemark ce dimanche. 3 personnes sont mortes, 3 autres ont été blessées, certaines sont dans un état critique. Lorsque les premiers coups de feu ont été entendus, plus d'une centaine de personnes se sont ruées à l'extérieur de la galerie commerciale. D'autres ont été contraintes de se cacher à l'intérieur. Soudain, nous avons entendu des coups de feu. Je crois que j'en ai compté 10. Ensuite, nous avons couru à travers le centre commercial et nous nous sommes réfugiés dans les toilettes. Nous étions 11 personnes, serrées les unes contre les autres dans ces minuscules toilettes. C'est une expérience terrible. De nombreuses personnes se trouvaient aussi à proximité, attendant le début d'un concert de la star britannique Harry Styles, spectacle qui a finalement été annulé. C'est de la terreur pure, c'est affreux. On se demande comment une personne peut faire ça à un autre être humain. Un suspect a été arrêté. Il s'agirait d'un Danois âgé de 22 ans et aux antécédents psychiatriques, selon la police qui affirme qu'à ce stade, rien n'indique un acte terroriste. Le dernier attentat à Copenhague remonte au 14 et 15 février 2015, lorsqu'une série de fusillades à motivation islamiste avait fait 2 morts et 5 blessés. Direction Ukraine où le président de la Fédération de Russie a ordonné lundi aux forces russes de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine au lendemain de la prise de Lysychansk. L'état-major ukrainien a annoncé dans la soirée du dimanche le retrait des forces engagées à Lysychansk, dernier bastion tenu par Kiev dans la région de Lugansk. À l'heure actuelle, l'urgence pour les forces ukrainiennes est de contenir la progression russe vers l'ouest et 2 villes majeures de la région voisine de Donetsk. Au lendemain de la prise de Lysychansk, qui a permis à la Russie de prendre le contrôle de la région de Lugansk, Vladimir Poutine a ordonné ce lundi de poursuivre l'offensive dans l'autre région du Donbass, celle de Donetsk. Lors d'un entretien avec son ministre de la Défense, le président russe a donné l'ordre à ses troupes de mener à bien leur mission en application des plans déjà approuvés. Les unités militaires, y compris le groupe Est et le groupe Ouest, doivent accomplir leurs tâches selon les plans précédemment approuvés. J'espère que tout se déroulera dans leur direction de la même manière que cela s'est passé à Lugansk jusqu'à présent. Ce lundi toujours, le gouverneur de la région de Lugansk a déclaré qu'il avait été décidé de retirer les troupes ukrainiennes de la ville de Lysychansk afin d'éviter un second Mariupol. Les Russes ne vont pas prendre Donetsk rapidement, car pendant que la région de Lugansk tenait la ligne de front, la région de Donetsk a été renforcée. Des fortifications et des lignes de défense ont été creusées
Donc, il ne sera pas facile de passer à travers. À Kharkiv, deuxième ville du pays qui se trouve dans une région voisine du Donbass, 2 missiles russes ont frappé une zone résidentielle ce lundi. Une école a été en partie détruite. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas, retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Bon après-midi à vous.